entrer dans ce qui est mon sujet pour cette année. Alors, je pense que la plupart d'entre vous le savent. J'espère qu'ils sont ici en connaissance de cause. J'ai l'intention cette année, je l'ai fait d'ailleurs déjà précédemment d'autres années sur d'autres textes, d'expliquer un texte. Ce que je propose, c'est une explication de l'appendice à la 4e partie de ce livre de Spinoza intitulé « Éthique ». Éthique, 4e partie, appendice. Et de ce texte, je vais proposer une explication. Alors, appendice. Appendice, c'est un terme qui dénote cette idée qu'on a affaire dans ce livre, l'éthique, à un passage, à un moment qui a un caractère, on va dire, secondaire, un caractère dépendant. Un appendice, c'est quelque chose qui s'ajoute à, c'est une espèce de remorque ou de énième wagon accroché à un train, le dernier. Et en effet, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un texte qui, dans l'éthique, n'a pas de place centrale, mais au contraire une place seconde. C'est un texte dont je justifierai le choix, bien entendu, parce que je ne l'ai pas choisi parce que c'était un texte qui dépendait, qui était en situation de dépendance vis-à-vis du reste. Je l'ai choisi parce qu'il avait en lui-même un intérêt qui me paraissait élevé. Mais c'est un fait que si vous supprimiez de l'éthique cet appendice de la 4e partie, rien de l'essentiel du livre ne serait perdu. On pourrait tout à fait mettre cet appendice de côté, celui-là, pas l'autre, car il y a 2 appendices dans l'éthique. Il y a un appendice à la première partie de l'éthique, qui est un texte extrêmement important, qui là non plus n'a pas tout à fait une place, je dirais, parfaitement intégrée au déroulement du livre, je le montrerai un petit peu plus loin, mais enfin qui a, à mon avis, une signification, une importance plus considérable que l'appendice à la 4e partie. Si nous retirons l'appendice de la 4e partie de l'éthique, nous ne perdons rien, je dirais, de ce qui est le corps doctrinal du livre, de ce qui est le contenu de la philosophie spinoziste. Spinoza a disposé à la fin de cette 4e partie ce texte bref qui se déroule en 32 petits, très courts chapitres de quelques lignes. Il a disposé à la fin de la 4e partie un supplément, si vous voulez, qui a une fonction qu'on va dire pédagogique, une fonction pratique, qui va permettre au lecteur de l'éthique, à un moment, de faire une pause, éventuellement même d'ailleurs, peut-être pourquoi pas, de s'arrêter là, de ne pas aller plus loin, et de pouvoir néanmoins tirer quelque chose sur le plan de la vie concrète, de la vie pratique, ce qui est l'objectif de ce livre qui a pour titre « Éthique ». Alors, bien sûr, je préciserai un peu plus tard tout ce que ceci veut dire. Mais ajoutons en outre ceci, que Spinoza n'a pas écrit qu'un livre, il n'a pas écrit que l'éthique. Spinoza n'a pas dit dans l'éthique tout ce qu'il avait à dire. Il a dit des choses très importantes dans quelques autres livres, d'importance sans doute inégale pour le lecteur philosophe, mais d'importance souvent assez considérable. Il n'a pas dit tout ce qu'il avait à dire dans l'éthique, ne serait-ce d'abord que parce que Spinoza a pensé dans la durée d'une existence concrète, l'existence d'un individu, Benoît Spinoza, né en 1632, mort en 1677, et que sa pensée a évolué. Donc il y a des textes qu'on appelle toujours, pour un philosophe, comme on en parle d'ailleurs pour des œuvres musicales ou picturales ou littéraires, des textes de jeunesse, eh bien il a écrit des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on trouve dans l'éthique. Mais il a écrit aussi des livres qui ne sont plus, je dirais, des livres correspondant à des périodes de maturation ou des périodes intermédiaires dans une évolution,
dans lesquels il dit des choses qui ne sont pas dans l'éthique, mais qui méritent d'être lues. En particulier, je pense à un texte très important qui s'appelle « Traité théologico-politique ». Traité théologico-politique. Alors, le traité théologico-politique est un texte qui a précédé l'éthique et qui d'ailleurs a été publié du vivant de Spinoza, ce qui n'est pas le cas de l'éthique, puisque l'éthique est parue après la mort de son auteur. Le traité théologico-politique, qui a été publié en 1670, c'est un texte important, c'est un texte dans lequel Spinoza déploie une pensée qui ne trouve pas le même développement dans l'éthique, mais nous pouvons quand même dire que toute la philosophie de Spinoza est dans ce livre, l'éthique. Il n'est pas fréquent que, mais cela arrive pour d'autres, il n'est pas fréquent que toute la philosophie d'un philosophe se trouve, on va dire, de façon essentielle et sans qu'on perde rien à tenir à l'écart ses autres œuvres dans un seul livre. On peut le dire, par exemple, d'un philosophe comme Schopenhauer, quand vous avez lu Le Monde comme volonté et comme représentation, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire le reste, je dis que vous connaissez la philosophie de Schopenhauer. En revanche, on ne connaît pas la philosophie de Kant si l'on n'a pas lu la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger. Kant n'est absolument pas le philosophe d'un seul livre, pas plus que Platon, pas plus qu'Aristote. Alors, pour certains, on peut hésiter, d'ailleurs c'est une question qui n'a pas vraiment un intérêt absolument majeur, de savoir si la philosophie d'un philosophe peut se trouver dans un seul des livres qu'il a écrits. Mais là, pour ce qui concerne Spinoza, c'est particulièrement frappant. La pensée philosophique de Spinoza se trouve, on va dire, sans manque important dans ce livre intitulé « Éthique ». Alors, c'est l'œuvre d'une vie. C'est l'œuvre d'une vie que Spinoza a rédigée sur un travail de plusieurs années. C'est un livre achevé, même si Spinoza ne l'a pas publié de son vivant. C'est un livre achevé, et c'est un livre qu'on peut regarder comme une espèce de modèle, d'archétype, de parangon, d'exemple idéal de ce qu'on appelle un livre de philosophie. À quoi est-ce qu'on reconnaît un livre de philosophie? À ceci d'abord qu'on n'y comprend rien, quand on en ouvre les premières pages. Et là, si vous commencez à lire l'éthique par les premières pages, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. En matière de difficulté de compréhension, ça se pose là. La première phrase de l'éthique, après le titre, par cause de soi, j'entends ce dont l'essence ne peut être pensée que comme existante. Déjà, c'est extrêmement énigmatique. Et ça a de bonnes chances, sans être un tout petit peu aidé, ou alors sans avoir, pour une première fois, parcouru toute l'éthique d'un bout à l'autre, en revenant à cette première phrase, ça a toutes les chances de rester définitivement obscur. Donc c'est un livre difficile, c'est un livre austère, c'est un livre ardu, c'est un livre qui a toutes ses propriétés d'aridité parce qu'il est abstrait, bien sûr. Donc en cela, il est fidèle à l'image qu'on se fait d'un livre de philosophie, autant que peut l'être la critique de la raison pure ou la phénoménologie de l'esprit de Hegel ou d'autres ouvrages. Pas tous d'ailleurs, pas tous. Parce qu'il y a des livres de philosophie, et même de grands livres de philosophie, qui n'opposent pas d'emblée immédiatement de tels obstacles. On m'a demandé cet après-midi, là, au premier cours, pour les adhérents de l'UTL, pourquoi j'avais choisi cet appendice à la 4e partie. Pour une première raison qui est négative, c'est que la lecture de cet appendice, pour ceux qui s'y sont appliqués, la lecture de cet appendice ne présente pas le même obstacle initial de principe que la lecture du texte intégral de l'éthique. Donc c'était une première raison de le choisir. C'est un texte qui est plus accessible que peut l'être la lecture intégrale du livre. Donc c'est un livre de philosophie, d'abord par son abstraction, par son caractère abstrait. Il y a dans de très grands livres de philosophie
des exemples concrets, des images, il y a des faits historiques ou de la vie quotidienne qui sont exploités dans des grands livres de philosophie et qui le sont de façon philosophique. Mais, et d'ailleurs c'est le cas aussi dans l'éthique, mais enfin il n'y a pas de grand livre de philosophie qui n'ait ce caractère d'abstraction. Il arrive que les images soient réduites à peu de choses. Vous lisez les 700 pages de la critique de la raison pure, je crois qu'il y a 2 exemples dedans, dont l'exposition tient, si on les réunit tous les deux, en 4 ou 5 lignes. Bon, c'est ce qui fait aussi la difficulté des livres de philosophie. Mais c'est aussi un livre de philosophie par un tout autre aspect, qui est son objet, son but, sa raison d'être. Philosophie, ça tout le monde le sait, ou à peu près, ça veut dire amour de la sagesse. En grec, philein, aimer, sagesse, sophia, voilà, philosophie, amour de la sagesse. Eh bien, le livre de Spinoza est un livre, l'éthique est un livre, qui a été écrit pour nous faire aimer la sagesse, pour nous la faire atteindre dans la mesure de notre possible. Car il n'est pas au même degré, il n'est pas exactement de la même façon, ni au même degré, possible à tout le monde d'atteindre le même niveau de sagesse. Ça ne dépend pas simplement de dons individuels ou d'aptitudes particulières que certains posséderaient et dont d'autres seraient privés, même si ça dépend aussi de ça, ça dépend aussi des circonstances. Ça dépend aussi des circonstances. Il y a des moments dans l'histoire, il y a des endroits dans le monde où, à tel moment, il est plus facile d'atteindre la sagesse que dans d'autres où ça peut devenir tout à fait impossible. Alors, c'est un livre donc qui est destiné à nous conduire comme par la main, dit Spinoza, comme par la main, dit-il à la toute fin de l'éthique, à un état, à une position qui est celle de ce qu'on appelle traditionnellement la sagesse, mais c'est un mot pour lequel Spinoza a d'autres termes, a d'autres vocables sur lesquels je m'arrêterai plus tard. Alors, je vais entrer directement dans le texte par le commentaire linéaire, mot à mot, du paragraphe liminaire. Les chapitres, au nombre de 32, sont précédés d'un paragraphe de présentation dont le commentaire me servira d'introduction générale à l'ensemble de l'explication de cet appendice. Alors, vous aurez sur le blog, le plan du cours, les citations principales et en particulier la traduction de chacun des chapitres de cet appendice. Cette traduction, je l'ai sur certains points modifiée par rapport à celle sur laquelle j'avais dit que je travaillerais, la mienne, puisque j'ai traduit ce texte pour les éditions Nathan, les intégrales de philo, je vois que certains possèdent ce volume. J'ai un peu modifié la traduction, en revenant sur cette traduction que j'ai dû faire il y a peut-être une vingtaine d'années, je me suis aperçu que sur certains points, il était préférable de la changer. Donc je l'ai changée. Vous trouverez sur le blog la traduction sur laquelle je travaille maintenant. Il n'y a pas de différence considérable, hein. Il n'y a pas de bouleversement dans la signification de la traduction, mais vous trouverez en caractère gras les points sur lesquels j'ai changé. Vous trouverez aussi le texte latin de cet appendice. Je fais figurer en note sur le blog le texte latin. Le latin de Spinoza n'est pas un latin très difficile. En tout cas, c'est beaucoup moins difficile de dire Spinoza en latin pour ceux qui ont fréquenté cette langue, qui l'ont apprise dans leurs études, beaucoup moins difficile que de dire, par exemple, même les auteurs les moins difficiles de la littérature latine, les philosophes, par exemple, comme Cicéron. Et c'est beaucoup moins difficile que de lire, par exemple, du Lucrèce. Donc, vous trouverez le texte, ma traduction personnelle, que vous pouvez évidemment, que je vous invite à confronter avec d'autres traductions, car évidemment, je n'aurai pas le front de dire que ma traduction est la seule traduction qui vaille de ces passages. Je trouve excellente la traduction de Robert Misrahi, qui a été publiée en livre de poche, excellente aussi, bien que différente dans son esprit et dans ses préoccupations, la traduction de Bernard Potra, publiée au Seuil. Je ne connais pas la traduction qui vient de paraître en 2022 dans la bibliothèque de la Pléiade, puisque la Pléiade a rassemblé en un volume, 2 fois, à peu près l'essentiel de l'œuvre de Spinoza.
La première édition était sortie en 1955, elle avait été dirigée par Roland Caillois, par Madeleine Frances et par Robert Misrahi. Je ne sais plus qui avait traduit l'éthique pour cette première édition. L'avantage de la Pléiade, et cet avantage est conservé dans la dernière édition parue en 2022, c'est que vous avez la quasi-totalité de Spinoza dans un volume. C'est un peu cher, évidemment. Le volume paru en 2022 vaut 82 €. Mais vous avez tout, ou presque. Deux, c'est une économie de place. Bon, même si l'œuvre complète de Spinoza, ça ne tient pas beaucoup de mètres de rayon de bibliothèque. Alors, la traduction, il y a plusieurs traductions qui ont leur mérite. La traduction, alors, les éditions Garnier-Flammarion avaient une traduction déjà très ancienne des œuvres de Spinoza par Charles Lapune. C'était une bonne traduction, mais elle a quand même assez considérablement vieilli au regard des exigences, disons, qui sont nées d'une meilleure connaissance de la philosophie de Spinoza. D'ailleurs, de toute façon, Garnier-Flammarion a réédité toute l'œuvre de Spinoza. Vous avez donc le choix. Aucune traduction n'est véritablement à rejeter, je pense, et je ne les connais pas toutes. Alors, je vais donc partir du paragraphe liminaire, dont le commentaire me servira d'introduction générale pour l'explication de chacun des chapitres de l'appendice lui-même. Je vais lire ce paragraphe liminaire. Ce que j'ai enseigné dans cette partie de l'éthique, la 4e, ce que j'ai enseigné dans cette partie au sujet de la manière de régler correctement sa vie n'a pas été disposé de façon à pouvoir être saisi d'un seul regard, mais a été démontré par moi, de façon dispersée, suivant la possibilité de déduire plus facilement une chose d'une autre. Je me suis donc proposé de le reprendre ici, de reprendre ce qui a été enseigné dans cette partie au sujet de la manière de régler correctement sa vie. Je me suis donc proposé de le reprendre ici et d'en récapituler les points essentiels. Nous avons affaire à une récapitulation, c'est pourquoi d'ailleurs l'appendice est constitué de chapitres. Chapitre récapitulé, c'est le même mot, c'est la même origine latine. Caput, capiti, c'est la tête, et un chapitre est précédé d'une tête de chapitre, ici un numéro. Je donnerai un titre, moi, pour la commodité de l'exposition, mais peu importe. Donc, voilà, une succession de chapitres qui vont constituer une espèce de... Le terme n'est pas très très exact. Le bon terme, c'est récapitulation. Ça, c'est un terme fidèle à ce que veut faire Spinoza, mais qu'on pourrait peut-être qualifier de synthèse. Il l'a disposé dans cet appendice, cet enseignement, il l'a disposé de façon à pouvoir être saisi d'un seul regard. Donc c'est un texte qui a une vocation synoptique. Synoptique, c'est-à-dire qui offre la possibilité de voir ensemble d'une... Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, c'est ça. J'écris mal, excusez-moi. Voilà, synoptique. L'appendice offre la possibilité de voir, là vous reconnaissez évidemment la racine qui a cette signification, ensemble, l'enseignement développé dans la 4e partie. En vérité, ici Spinoza n'est pas tout à fait exact, au sens où la récapitulation de l'appendice de la 4e partie remonte en deçà du commencement de cette 4e partie. Dans cet appendice à la 4e partie, qui est censé récapituler ce qui a précédé dans cette même partie, la 4e, vous allez trouver, mais il faut lire de près, et surtout il faut lire un peu entre les lignes, vous allez trouver des choses qui viennent de la 3e, d'autres qui viennent de la 2e, et aussi qui viennent de la 1re. Mais ça, il s'agira de le montrer, de le dégager. Parce que si nous avons affaire ici à une synthèse synoptique, ce qui est un peu un pléonasme, si nous avons affaire à une synthèse de tout l'enseignement qui précède, eh bien, nous allons, nous, procéder au mouvement inverse.
le mouvement inverse, l'opération intellectuelle inverse de la synthèse, ça c'est aussi bien connu, c'est l'analyse. Synthétiser, c'est poser ensemble. Syn, ensemble, tessis, l'action de poser. Synthétiser un corps chimique, c'est à partir de ces éléments constituants, le reconstituer par assemblage de ces éléments. L'analyse, c'est l'opération inverse, c'est la division, c'est la séparation. Analyser l'eau, c'est en séparer les éléments chimiques constituants pour découvrir qu'elle est faite d'hydrogène et d'oxygène. Eh bien, ce que Spinoza a ici synthétisé, ben moi je vais m'appliquer à l'analyser, c'est-à-dire à le décomposer par une opération de ce qu'on pourrait, évidemment, avec quelques scrupules, appeler une dissection de l'appendice de cette quatrième partie. Moi, je vais disséquer ce texte. Évidemment, c'est un terme qui n'inspire pas beaucoup confiance, disséquer, parce qu'on ne dissèque jamais que ce qui est mort. Enfin, bien sûr, il existe la vivisection. Ça, c'est vrai, c'est possible sur un animal. Ça n'est pas possible vraiment sur un texte de philosophie. Je vais le disséquer, ce texte de l'éthique, ce qui veut dire que d'une certaine façon, je vais le tuer. Je prends, non pas le risque, parce que ce n'est pas un risque, c'est une certitude que ça va arriver, mais je prends la responsabilité d'en supprimer ce qui fait la vie, qui est le mouvement que Spinoza a désigné ici dans ce paragraphe liminaire par le mot de démontrer. Ce que j'ai dégagé, démontré par moi de façon dispersée. Il dit voilà, j'ai démontré les choses, et maintenant je vais les réunir dans un ordre qui permette de jeter sur les résultats de ces démonstrations, sur les conclusions de ces démonstrations, un regard synoptique. Mais les démonstrations ne sont plus là, dans l'appendice à la quatrième partie. Les démonstrations ont disparu. Les démonstrations existent. On ne voit plus rien qui ressemble, dans ces très courts chapitres, à des démonstrations. Qu'est-ce que ça fait une démonstration? Une démonstration, ça avance, ça progresse. Une démonstration, c'est une opération d'esprit. Attention, à démontrer, ça a une signification précise. On utilise très souvent le verbe démontrer comme une espèce de superlatif de prouver. Dire la culpabilité a été démontrée, c'est dire que vraiment ça a été tellement prouvé qu'on ne peut pas, je dirais, espérer obtenir de preuves plus fortes, de preuves plus probantes, de preuves plus convaincantes. Alors on peut utiliser démontrer comme un superlatif de prouver, mais en fait, démontrer, c'est effectivement prouver, mais c'est prouver d'une certaine façon, et qui n'est pas possible dans tous les cas. On prouve, par exemple, la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu, d'un inculpé, on prouve par des voies qui ne sont pas, même si elles peuvent avoir quelque parenté avec les démonstrations, qui ne sont pas de la nature de la démonstration qu'on trouve par exemple en mathématiques. Il y a quelquefois la possibilité de prouver une culpabilité ou une innocence en rassemblant simplement, en présentant quelques faits dispersés, quelquefois même un seul fait. Un seul fait peut quelquefois suffire à laver une personne du soupçon qui pesait sur elle. Un alibi en béton, une personne qui a été vue par 150 autres en un lieu et en un temps, ceux où a été commis l'action qu'on lui reproche, ça suffit à établir une innocence. Ça, c'est une preuve. Une démonstration, c'est une preuve aussi, parce qu'une preuve, la preuve, c'est l'opération par laquelle on établit la vérité d'une affirmation, ou d'une théorie, ou d'une conception, ou d'une doctrine. La preuve, c'est donc, je répète, l'opération par laquelle on établit la vérité d'une affirmation. Mais ça peut se faire de façon très différente. Dans la démonstration, cela se fait d'une manière très particulière, qui est, et ça vous le savez, parce que le mot de démonstration est attaché à une science bien spéciale et bien connue qui est les mathématiques. La démonstration, c'est cette preuve qui procède sans avoir besoin d'aller voir ce qui se passe dans le monde et dans la réalité des choses. Au tribunal, on s'occupe de savoir comment les choses se sont passées dans la réalité, quand on veut savoir si une personne est coupable ou innocente. On interroge des témoins,
on fait intervenir des experts balistiques, par exemple. Donc on s'intéresse au monde réel des choses auxquelles on va demander des éléments qui vont venir étayer la thèse de la culpabilité ou l'innocence. Dans une démonstration, les choses se passent différemment. Dans une démonstration, et c'est aussi ce que je viens de dire pour l'enquête judiciaire, c'est aussi ce qui se passe dans les sciences expérimentales. On ne prouve rien en physique, en chimie ou en biologie sans aller chercher, pêcher dans le monde des éléments susceptibles de valider ou d'invalider, de confirmer ou d'infirmer une affirmation. En mathématiques, c'est différent. En mathématiques, on se donne des propositions initiales qu'on appelle des prémices. On appelle ça des prémices, des propositions initiales. Attention à l'orthographe, parce que si vous écrivez ça avec un C, ce sont les premiers commencements de quelque chose. Donc les prémices, ce sont des propositions initiales. En mathématiques, ce sont la plupart du temps des définitions et des axiomes, des propositions qu'on admet comme point de départ d'un raisonnement. Et ensuite, eh bien, à partir de ces définitions et de ces axiomes, on enchaîne des propositions de telle façon que de l'une à l'autre, le passage soit nécessaire, c'est-à-dire que de la proposition P1 découle une proposition P2 qui est la conséquence, on va dire, pour dire ça en des termes plus familiers, inéluctable, irrécusable de la précédente. Ce n'est pas toujours aussi simple. Une démonstration n'est pas toujours strictement unilinéaire. Si vous ouvrez, ce que je n'ai pas fait, mais je sais à peu près la tête qu'elle a, si vous ouvrez la démonstration du fameux théorème de Fermat, vous apercevrez que c'est une démonstration qui a des ramifications, qui a des arborescences, qui mettent en jeu plusieurs niveaux de démonstration. Donc, mais ce qui compte dans la démonstration, c'est que vous avez un enchaînement logique de raisons dont les unes se déduisent de façon telle qu'elles ne peuvent pas ne pas être déduites des précédentes. Ce que Descartes appelle ces longues chaînes de raisons. Ces longues chaînes de raisons. Ce qui fait l'idée de démonstration, c'est ça. C'est l'idée d'un enchaînement de propositions qui se tiennent de façon nécessaire. Eh bien, la démonstration, c'est donc une progression. C'est quelque chose qui va dans un sens. C'est quelque chose qui se déroule. C'est un procès ou un processus. Mais le terme de processus est plus souvent réservé à des processus matériels, physiques. C'est un processus, mais purement intellectuel, ou si vous voulez, mental. Mais toujours est-il que la démonstration est par essence une opération qui a un sens de progression et une progression nécessaire. Eh bien, cette progression, l'idéal serait de pouvoir, à partir des conclusions exposées dans l'appendice, l'idéal serait de pouvoir la parcourir en sens inverse, sur le mode non plus de la progression, mais de la régression. Ce que nous ne ferons pas. Il est hors de question, il n'est absolument pas question ici, de remonter le cours démonstratif qui est mis en œuvre dans toute l'éthique pour remonter jusqu'aux définitions et aux axiomes. J'évoquerai les définitions, j'évoquerai les axiomes, et j'évoquerai certaines des propositions intermédiaires qui ont été mobilisées pour parvenir à ces conclusions qui sont exposées de façon synthétique, synoptique, dans l'appendice à la 4e partie. Ça, je le ferai, mais de façon très partielle, très lacunaire, c'est-à-dire, autant vous prévenir tout de suite, d'une certaine façon, j'ai choisi cet appendice à la 4e partie de l'éthique comme thème pour le cours de cette année, parce que c'est une manière de prendre connaissance avec l'éthique de Spinoza, avec la totalité du livre, donc avec la philosophie de Spinoza, mais cette possibilité qui est offerte par cet appendice est une possibilité qu'on ne peut exploiter qu'au prix, au fond, peut-être d'une trahison, en tout cas d'une réduction très drastique et philosophiquement grave de la façon dont Spinoza s'y est pris pour établir ses résultats. Donc, ce que je vais faire, c'est pas très joli finalement. Ça consiste à partir des conclusions que Spinoza tire sur le plan pratique, parce que c'est ça qui l'intéresse.
c'est la pratique, c'est la vie, c'est l'existence. Il s'agit d'accéder à quelque chose qui ressemble à de la sagesse, à du bonheur aussi, à de la liberté, et même Spinoza, on le verra, a des mots plus forts pour dire tout ça, beaucoup plus forts encore. Donc il s'agit d'un but pratique auquel on parvient à partir de prémices qui ne renvoient à rien de pratique, parce que l'idée de cause de soi, l'idée de substance, les idées d'attribut ou de mode n'ont aucune signification existentielle. Ils n'ont aucune signification pour quelqu'un qui se pose simplement la question « comment dois-je vivre ?» Et c'est ça la question que se pose Spinoza. C'est la question, par exemple, qui ouvre un texte, parmi ce texte que j'ai évoqué tout à l'heure de Genèse, qui s'appelle le traité de la réforme de l'entendement. Traité de la réforme de l'entendement, on dit aussi quelquefois traité de l'amendement de l'entendement, parce que le mot réforme, ça ne va pas très bien. C'est en latin, c'est emendatio, et l'emendatio en latin, ça veut dire plutôt la purification. D'ailleurs, on traduit quelquefois traité de la purification de l'entendement. C'est la purification, c'est le fait d'enlever une tâche, de nettoyer, si vous voulez. Donc, on parle aussi de traité de l'amendement de l'entendement, ce qui n'est pas phonétiquement très judicieux, très agréable, mais enfin, le titre classique est resté traité de la réforme de l'entendement. Eh bien, le traité de la réforme de l'entendement s'ouvre sur cette question, et une question qui est posée par Spinoza à ce moment-là de façon très nettement existentielle, on va dire même vitale. Parce que Spinoza commence le traité de la réforme de l'entendement dans une ambiance, dans une atmosphère, qui est une atmosphère, on a envie de dire, de vie ou de mort. Voilà. Il est question de vie ou de mort. Nous sommes, au début du traité de la réforme de l'entendement, en péril de mort. Alors, on dira peut-être seulement de mort spirituelle, mais ce n'est même pas sûr. Ce n'est même pas sûr parce que l'enjeu de la voie qui est cherchée dans le traité de la réforme de l'entendement et qui sera trouvée dans l'éthique est certainement un enjeu, en effet, de vie spirituelle, mais ça peut être un enjeu de vie tout court. Parce qu'on peut mourir de manquer de sagesse. On peut en mourir physiquement. On retrouve, si vous voulez, ici un thème qui est un thème chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas le dernier thème chrétien qu'on va retrouver dans la philosophie de Spinoza, qui est le thème des deux morts. Des deux morts. Vous savez que dans le christianisme, il y a deux morts. Il y a la mort corporelle, la mort physique, la mort qui va être la mort civile, le décès, pour lequel il y a une date assignée dans l'état civil. Et puis, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle, qui est la damnation. Il ne suffit pas de savoir que les âmes survivent. C'est plus compliqué que ça. Alors, on retrouve un petit peu cette idée-là. Il y a péril de mort, et cette mort dont nous sommes menacés est une mort qui est spirituelle d'abord, mais qui peut être aussi purement et simplement physique, corporelle. Alors, c'est ça l'enjeu de l'éthique, j'y reviendrai d'ailleurs. C'est un enjeu qui évidemment va très loin et pèse très lourd. L'appendice, c'est un texte beaucoup plus facile à lire que l'éthique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. C'est un texte beaucoup plus accessible, parce qu'il ne contient que les conclusions. Il ne contient que les résultats. C'est un résumé des résultats. Mais pour cela, évidemment, ce qui est peut-être l'essentiel de l'éthique, et je dirais pourquoi c'est l'essentiel, à savoir la démarche démonstrative, est perdue, effacée, disparue. Et d'ailleurs, ça n'en fait pas qu'il soit plus facile un texte moins dense. Cet appendice est très dense, mais cette densité, elle n'apparaît qu'à celui qui a parcouru ce qui précède dans le livre et qui repère dans les chapitres successifs de l'appendice, qui repère les traces, les vestiges de ce qui vient des autres parties. Alors, j'entre dans le texte. Ce que j'ai enseigné dans cette partie. Alors d'abord, remarquons ceci, que Spinoza se présente comme nous enseignant quelque chose. Ce que j'ai enseigné dans cette partie. Et Spinoza, c'est le premier point. Spinoza, donc, s'avance vers nous en qualité d'enseignant de quelque chose. Enseignant, ça ne veut pas dire professeur, ça ne veut pas dire instituteur, mais ça veut dire maître. Ça veut dire maître, en effet. Enseignant, entendez-le en sens de maître, mais évidemment, au sens du mot latin magister,
faut le prononcer magister, qu'il faut distinguer très rigoureusement de cet autre mot latin qui peut vouloir dire maître aussi, et qui est le mot dominus. Spinoza est magister, maître, non pas certainement dominus, puisque tout le propos de l'éthique, tout le but de l'éthique est de nous soustraire, est de nous libérer de toutes les formes de domination. Alors, un maître qui tient un discours magistral, ce qui va évidemment nous placer devant trois questions. Qui est ce maître? Qui enseigne? Qui est derrière le nom de Spinoza, au fond? Pour poser la question sous une forme qui est devenue à la mode depuis un certain livre, de quoi Spinoza est-il le nom? Voilà. De quoi Spinoza est-il le nom? Eh bien, il est peut-être le nom de quelque chose qui est un peu plus que l'individu concret, Benoît ou Baruch ou Benedictus Spinoza. Ça, j'y reviendrai. Mais enfin, il faut d'abord se poser cette question. Après tout, ça pourrait être aussi ce Spinoza, ce maître, ça pourrait être, je ne sais pas, le dernier gourou en date ou un vieux gourou. Vous savez, derrière le mot de philosophie, souvent, il y a à boire et à manger. Hein. J'avais posé, il n'y a pas très longtemps, dans la petite salle qui est, quand on entre dans les cinémas au Parvis, là au fond, il y a une petite salle avec une table, où il y a des canapés, on peut se reposer en attendant le film, et avec l'autorisation de la caisse. Hein, je ne pose jamais ces prospectus sans demander d'autorisation à l'autorité compétente dans le domaine. Bon, je pose mes prospectus, et je reviens une demi-heure après, il y en avait un petit tas comme ça, il n'y a plus rien. Ah, alors je vais voir le secrétariat, mais qu'est-ce que vous avez vu, les prospectus, pourquoi ils ont disparu? Ouf. Alors vous savez ce qui m'a été répondu? Il m'a été répondu, j'ai vu philosophie écrit, effectivement c'est écrit en très gros, j'ai vu philosophie, alors j'ai tout mis à la poubelle. Bon. Merci, on est au Parvis quand même. Bon, alors, ah oui, parce qu'il m'a dit, oh, vous savez, la philosophie, presque toujours c'est des sectes. C'est assez vrai d'ailleurs, il y a beaucoup de sectes qui se présentent, alors qui se présentaient il y a 20 ans sous le titre méditation ou méditation transcendantale, et qui aiment bien se présenter sous le label philosophie. Oui, ça c'est vrai. Bon, je lui ai dit, parce qu'on se connaît depuis un moment, tu aurais peut-être pu lire le reste quand même, tu aurais vu mon nom par exemple, déjà, et puis tu aurais peut-être vu un peu de quoi il s'agissait quand même, ces cours de philosophie. Je lui ai dit, ah oui, bon, j'ai fait une boulette, alors j'ai remis les prospectus. Alors, voilà, premièrement, qui est-ce qui est derrière cette prétention à la maîtrise, et au nom de quelle, en vertu de quelle autorité, de quelle légitimité, au fond? Il faut se poser la question. Deuxième question qu'il faudra affronter, quel est l'objet de cet enseignement? Qu'est-ce qu'il nous propose de nous enseigner? Ça, il le dit, mais il faudra clarifier cette formule. La manière de régler correctement sa vie, ça c'est ce qu'il annonce, la manière de régler correctement sa vie, ça reste quand même pour le moment assez flou. Donc qu'est-ce qui est enseigné? Après le qui, donc le quoi? Et enfin, troisième question, pour qui? Qui sont les destinataires de cet enseignement? Pour qui l'éthique est-elle écrite? Pour qui ce livre est-il publié? Spinoza d'ailleurs ne l'a pas publié de son vivant. Ce sont ses disciples qui ensuite ont pris en charge la publication du livre après sa mort. Mais à qui était-il destiné? Spinoza ne l'avait sans doute pas écrit que pour lui, ni sans doute que pour un cercle restreint d'amis, même s'il ne le diffusait pas à n'importe qui. Donc, qui, quoi et pour qui? Quels sont les destinataires? Je reviendrai beaucoup plus loin sur cette question de l'enseignement qui est tout à fait capitale, tout à fait cruciale chez Spinoza. Tout à fait cruciale, ça j'en reparlerai plus longuement, mais je ne m'y arrête pas pour l'instant. Si on commence par la première question, qui est l'auteur? Bon, c'est facile, hein. Benoît Spinoza, né à Amsterdam en 1632, mort à La Haye en 1677, philosophe hollandais, juif, mais excommunié de la synagogue, connu pour avoir gagné sa vie de façon très modeste, avoir mené une vie d'études et l'avoir gagnée en polissant des lentilles pour les instruments d'optique. Spinoza polissait des lentilles, ce qui est un travail délicat, mais qu'on peut effectuer dans des conditions de solitude qui lui convenaient très bien. Il a notamment poli les lentilles à l'aide desquelles, très probablement, Christian Huygens a découvert la structure des anneaux de Saturne.
que Galilée avait aperçus, mais sans bien identifier qu'il s'agissait d'anneaux. Vous avez vu un truc ovale, Christian Huygens a décrit le premier, la structure des anneaux de Saturne, et possiblement à l'aide des lentilles forgées, ou plutôt polies par Spinoza. Ce qui m'avait valu dans une copie de bac, une perle un peu savoureuse, le candidat avait écrit que Spinoza était connu pour avoir gagné sa vie en triant des lentilles. Enfin, il ne les triait pas, il les polissait. Si vous voulez des renseignements sur la biographie de Spinoza, alors vous pouvez aller pêcher à des niveaux divers. L'article de l'Encyclopædia Universalis, l'article de Wikipédia peuvent très bien suffire. Vous pouvez lire aussi le chapitre biographique dans le que sais-je sur Spinoza d'un grand spécialiste, d'un très bon spécialiste du spinozisme qui s'appelle Pierre-François Moreau. Donc ça c'est une possibilité. La biographie scientifique universitaire de référence, c'est celle-ci, Steven Nadler, Spinoza, aux éditions Bayard. Voilà. Steven Nadler, Spinoza. Alors ça, c'est la biographie, je dirais, autorisée de référence. C'est la plus complète. On ne sait pas tout de la philosophie de Spinoza, on sait certaines choses. On a beaucoup brodé à partir de là. Vous avez là l'ouvrage de référence. Vous pouvez lire aussi, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, un livre. Alors, c'est une fiction, hein, c'est un roman d'un certain Irving Yalom, et qui s'intitule « Le problème Spinoza ». Irving Yalom, Le problème Spinoza. C'est publié au livre de poche, c'est un petit livre de poche, c'est très facile à lire. C'est une fiction, c'est une espèce de roman qui présente de la vie de Spinoza et de son environnement à la fois matériel, économique, politique et aussi idéologique. À mon avis, une vision probablement assez fidèle, assez fiable. L'intérêt de ce livre est de faire se rencontrer deux parcours biographiques, évidemment dont le choc a une signification particulière, puisque le parallèle est établi, ou du moins la confrontation naît des parcours respectifs de Benoît Spinoza, philosophe juif hollandais excommunié, et de Alfred Rosenberg, l'un des très grands idéologues du national-socialisme. Voilà. C'est un très bon livre, je trouve. C'est un bon livre, franchement. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais enfin c'est intéressant. Et je crois que sur la vie de Spinoza, c'est une présentation, c'est pas du tout scientifique, c'est pas du tout, ça ne répond pas du tout au canon universitaire de la rigueur, de l'exigence, mais c'est un assez bon bouquin que je conseillerais assez volontiers de lire. Vous n'avez pas besoin, même si c'est intéressant bien sûr, de lire la grande biographie de Spinoza, mais renseignez-vous quand même parce que la vie de Spinoza est évidemment très considérablement liée à son œuvre. Certains l'ont bien mise en évidence. Bon, l'essentiel est dit dans les livres que j'ai signalés. Alors, l'article Spinoza, Spinozisme de l'Universalis est dû à Robert Misrahi et le que sais-je à Pierre-François Moreau. Vous y trouverez l'essentiel. Maintenant, la mise en relation, je dirais, surtout du contexte historique dans lequel Spinoza a produit son œuvre et la teneur de cette œuvre, cette relation est quelque chose de très riche, de très problématique, qui a fait l'objet de nombreuses analyses, qui ne se trouvent d'ailleurs en général pas dans des biographies, mais plutôt dans des commentaires sur la philosophie de Spinoza. Voilà, conformément à ce que j'avais annoncé, je m'arrête là maintenant, il est 9h15. Alors, s'il y a des questions, des observations dans ce premier temps, n'hésitez pas. Même si je le sais, oui, souvent c'est un peu difficile comme ça, juste... voilà. Puis n'hésitez pas sur des remarques aussi basiques que du genre « vous allez beaucoup trop vite » ou alors « pas la peine de répéter 3 fois la même chose, on n'est pas idiot ». Vous avez le droit de taper dans toutes les directions. Et si vous n'osez pas le dire en public, bon, vous avez mon adresse. Oui, je vous en prie. Oui, juste une petite observation. Vous disiez tout à l'heure que l'expression de sa pensée était dangereuse, hein, mais il ne faut pas oublier, et c'est d'ailleurs dans le livre d'Irving Yalom qu'on le trouve, qu'il a été l'objet de coups de couteau. Ah oui, oui. Il a été objet d'agression où il aurait failli laisser sa vie d'ailleurs, à peu de choses près. Oui, alors j'insisterai davantage plus tard sur ce qu'il y a de dangereux, pour reprendre votre mot, dans la pensée de Spinoza. Alors dangereux pour Spinoza lui-même, dangereux peut-être pour nous aussi.
Alors oui, Spinoza avait effectivement été victime d'une tentative d'assassinat par apparemment un juif fanatique qui sans doute était particulièrement remonté contre les thèses tout à fait hérétiques que Spinoza défendait. Et Spinoza avait peut-être, à la suite de cet événement, mais peut-être n'avait-il pas eu besoin d'attendre qu'il se produise pour adopter sa devise. La devise de Spinoza était celle-ci, caute, en latin, cela signifie méfie-toi. 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 Celle de Descartes, c'était larvatus prodeo, je m'avance masqué. Je m'avance masqué. Très intéressant comme devise, que ça permet après de faire dire un peu ce qu'on veut aux philosophes, parce que, ah oui, mais c'est son masque, hein. Il a écrit ça, mais ça c'est son masque. De la même façon, c'est pareil pour Spinoza. Ah, il a écrit ça, oui, mais il avait dit qu'il fallait qu'il se méfie. Alors peut-être n'a-t-il pas vraiment écrit ce qu'il pensait, mais ce qu'il jugeait nécessaire pour se garder des dangers dont le menaçait sa propre philosophie. Bon, mais c'est vrai, il a été victime d'une de ses premières cibles, à savoir le fanatisme. Car sans doute Spinoza est l'un des penseurs, des philosophes qui ont le plus profondément thématisé la question du fanatisme, religieux en particulier, mais pas seulement, principalement religieux quand même pour Spinoza, et qui l'ont combattu, c'est sûr. Voilà, oui. Est-ce que ce dont il avait surtout peur, ce n'était pas le contexte religieux, où la moindre hérésie pouvait le faire attaquer par les Juifs, mais encore plus par les autorités néerlandaises, bien que ce soit un pays où il y avait une tolérance qui était supérieure à celle des voisins. Mais il risquait sa vie quand même. Oui, oui. Le contexte hollandais de l'époque de Spinoza est un contexte extrêmement particulier et assez complexe, mais le résultat de cette complexité a au moins pendant un certain temps été, au moins jusqu'à l'assassinat des frères de Witt, les chefs de la République, il a été un contexte de tolérance, et même de tolérance d'un niveau absolument sans équivalent dans l'Europe de cette époque-là, puisque la Hollande, ce qu'on appelait, ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, mais ce qu'on appelait les Provinces-Unies, la Hollande a été le lieu de refuge de bien des persécutés d'Europe, en particulier de France. Il faut penser par exemple aux protestants, qui ont été très nombreux à aller se réfugier en Hollande. Par exemple, l'une de nos figures importantes de la pensée au XVIIe siècle, le philosophe Pierre Bayle. Et Descartes aussi est allé en Hollande. Alors, il y a un petit livre qui a été écrit pour dire qu'il est allé parce que c'est là qu'on trouvait le meilleur shit, mais le livre, ça existe, là, il s'appelle Descartes et le cannabis. Un petit canular, mais Descartes est allé en Hollande, en effet, pour y jouir d'une tranquillité à plusieurs aspects, d'ailleurs sous plusieurs aspects et à titres, je dirais, qui ne sont pas tous d'ailleurs des titres religieux, mais il y est allé pour bénéficier en effet d'une liberté de publication dont il n'aurait pas pu disposer en France. Lorsque Galilée a été assigné à résidence après le procès de 1633, il a travaillé là où il était séquestré, Arcetri, mais il a fait passer sous le manteau son œuvre pour aller être édité chez Elsevier en Hollande. Donc en effet, c'était un lieu de tolérance. En même temps, c'est vrai que même de la part des autorités politiques, les choses n'étaient pas tout à fait claires. Les choses ont beaucoup changé au moment de l'événement que je mentionnais, l'assassinat des frères de Witt, qui d'ailleurs a été l'occasion pour Spinoza de passer à deux doigts peut-être d'y rester, cette fois-ci définitivement, et de ne pas échapper, comme dans le cas du... Il paraît que pour se souvenir du coup de couteau, il gardait son manteau percé. Il portait toujours son manteau percé à l'endroit du coup de couteau. Quand a eu lieu l'assassinat des frères de Witt, il est sorti de chez lui avec une affiche roulée sous le bras pour dénoncer
ce crime. Et l'affiche était intitulée, il y avait un gros titre en gros caractères, Ultimi Barbarorum, les derniers des barbares. Les derniers des barbares. In extremis, sa logeuse l'a attrapé par le collet en lui disant « Monsieur Spinoza, faites pas ça, sortez pas, vous allez vous faire tout simplement, non seulement trucider, mais probablement aussi, comme ça a été le cas des frères de Witt, purement et simplement dépecé et massacré par la foule. » Donc elle l'a retenu, elle dit « Vous rentrez chez vous, vous calmez un peu. » De la part de quelqu'un qui a écrit dans l'éthique que l'indignation est une passion triste et qu'il ne faut pas y céder, bon, oui, il est arrivé d'y céder. Ces événements sont décrits, même si on n'y voit pas vraiment Spinoza, ces événements sont décrits dans un petit roman d'Alexandre Dumas, qui n'est pas très lu, mais qui est intéressant, qui est un joli roman qui s'appelle La Tulipe Noire. Voilà, vous pouvez lire La Tulipe Noire, c'est un roman de Dumas, qui se passe à ce moment-là et qui met en scène, qui montre comment se sont passées les choses au moment donc du renversement de la République. Oui, mais ça, ce contexte est extrêmement complexe, en fait, extrêmement... Alors ça a été bien analysé par certains, notamment par Étienne Balibar. Il l'est aussi, d'ailleurs, dans le bouquin de Nadler. L'intérêt du livre de Nadler, c'est ça, surtout. C'est pas tellement... vous y apprendrez quelques petits détails croustillants sur la vie de Spinoza, mais pas grand-chose, hein, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas... vous attendez pas aux mémoires de Casanova, hein, mais vous y trouverez des choses très très instructives sur le contexte économico-politico, philosophique, idéologique, religieux et philosophique. Ça c'est très bien décrit. D'ailleurs, cette histoire de tulipe noire, c'est aussi un élément de la biographie, pas de Spinoza, mais de son époque. La crise de la tulipe a été, certains le savent peut-être, et est restée enseigné dans les écoles de commerce et les écoles de finance comme le premier cas historique de l'explosion d'une bulle spéculative. Il y a eu une bulle spéculative autour des tulipes, et c'est ce qui justifie le thème choisi par Dumas pour ce roman, La Tulipe Noire, une bulle spéculative qui est décrite dans la biographie de Nadler et qui est évoquée aussi dans le roman de Dumas. Voilà. Et tout ça, on est dans un milieu, en effet, où la finance commence à fonctionner plein pot. Hein, plein pot. Le capitalisme, il naît là, en même temps qu'il naît en Italie du Nord aussi, et sur des bases qui sont pour une large part financières en particulier. D'où des spéculations. Et certains ont vu dans l'épisode des subprimes une espèce de résurrection de la bulle spéculative des tulipes en Hollande au XVIIe siècle. Bien, il nous reste encore un petit peu de temps, mais je ne veux pas vous presser au deux sens du terme. Hein. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'ai donné mon adresse, on peut évoquer ça la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, je demeurerai encore un peu sur cette question « Qui a écrit l'éthique ?» pour montrer que c'est très insuffisant de répondre par le personnage de Spinoza et par la biographie de Spinoza, car il y a un fait dont il faut quand même interroger la signification, et cette signification est assez claire, c'est que Spinoza ne souhaitait pas que sur la couverture de son livre figurât son nom. Voilà. L'éthique n'avait pas vocation à être présentée comme une œuvre ayant pour auteur ce personnage particulier, cet individu singulier, cet individu existant, pour reprendre des termes qui sont des termes spinozistes, qu'était Benoît Spinoza, avec les caractéristiques biographiques que nous connaissons. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à jeudi.